Place au parti pris. Pascal Route, vous restez autour de la table. Abnous nous rejoint pour son parti pris international. Mais c'est vous qui commencez, Route, parce que on évoquait la présidentielle, le poste de président de la République. La campagne, la pré-campagne est commencée et on s'occupe de financement. Une campagne, c'est cher. 10, 15, 20 millions d'euros, souvent. Et il faut se faire prêter de l'argent. Et le RN ne trouve pas de banque qui souhaite lui prêter de l'argent. Alors, je précise quand même que depuis le 1er avril, c'est vrai que les comptes de campagne ont commencé. Et donc, c'est une période, effectivement, où l'argent, chaque seconde et à chaque moment, ça va compter. Et on se pose la question, est-ce que les prêts bancaires seront de nouveau un obstacle pour le ou la candidate du RN ? Les candidats du RN, ils rencontrent les dirigeants des entreprises, ils posent dans Paris Match, ils sont reçus par des ambassadeurs, mais il y a un verrou, apparemment, qui subsiste. Un an avant l'échéance, donc, les dépenses de campagne sont prises en compte et on sent l'inquiétude monter. Mais c'est pas que de l'inquiétude, c'est aussi une forme de pression sur l'opinion et sur les décideurs. Je m'explique. Jordan Bardella, ce matin, rappelait quelque chose. On l'écoute. Nous avons été pendant très longtemps le seul parti politique auquel les banques françaises ont refusé de prêter, ce que je trouve anormal. Voilà, c'était hier en effet, et c'est pour cela, on s'en souvient, que le RN avait eu un prêt russe, puis un prêt hongrois, qui lui avait été assez reproché. Alors aujourd'hui, les sondages récurrents donnent le RN au deuxième tour, et ils assurent aux banques un remboursement garanti. C'est ce qu'affirme ce parti. Alors, est-ce que ça va être la bonne cette fois-ci ? Est-ce que c'est la bonne ? Sur le principe, c'est normal qu'un parti qui représente des millions d'électeurs soit traité de la même façon que les autres. Mais aujourd'hui, le trésorier du RN se plaint déjà que 2 banques aient refusé. Je me souviens aussi que dans les contacts qui ont été établis par les dirigeants du RN avec les entreprises, ils remarquaient qu'il n'y avait pas de dirigeants de banque ou de dirigeants des assurances. Comme si, de fait, ils n'avaient pas envie qu'à la fin du repas, on leur demande, a priori, des prêts. Mais je voudrais leur rappeler, au RN quand même, que nous sommes dans une économie libérale et qu'un prêt, c'est un acte commercial, c'est pas un droit. Et donc, en fait, chaque banque, comme chaque entreprise, a le droit de choisir ses clients. Et de fait, les représentants des grandes banques que j'ai eu au téléphone disent en fait on n'a plus envie de financer les partis, c'est trop compliqué aujourd'hui. Et ce n'est pas une mesure spécifique contre le RN. Ils ne financent pas les autres partis non plus. Alors la décision aujourd'hui, c'est le discours aujourd'hui des banques et il y a plein de raisons. L'image du candidat qui peut faire fuir certains clients. En l'occurrence sur le RN, la réputation de gestionnaire un peu sulfureuse quand même. On va pas en rajouter là-dessus, mais on voit à quoi on fait allusion. Et puis il y a aussi d'autres choses, ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire le règlement sur la conformité. Il y a des mesures de lutte contre le blanchiment notamment qui sont durcies et les banques doivent vérifier chaque euro dépensé qu'ils prêtent. Donc il y a un certain nombre de contraintes et donc aujourd'hui, effectivement, ceux que j'ai eu au téléphone disent on n'est pas prêt de le faire et le trésorier du RN le confirme dans le Figaro et dit j'ai eu des réponses négatives mais qui sont pas spécifiquement anti-RN, même si, oui, il y a certainement l'idée que le parti a des idées extrémistes, que certainement des clients vont être échaudés si une grande banque devenait la banque du RN. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a globalement envie de mettre des distances avec cet univers à cette heure-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le RN, il a... Donc vous dites d'une certaine manière, c'est l'affaire de chacun et il n'y a pas à s'en alarmer ? Non, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas obliger, dans une économie libérale, des entreprises ou des banques à choisir leurs clients. Ça, c'est fondamental et c'est normal. Vous ou moi, on va demander un prêt, ils vont choisir et ils vont décider qui va l'avoir. Alors, c'est vrai que si le refus des banques françaises se confirmait comme pour les précédentes campagnes, mais le RN l'avait déjà fait, il pourra faire un grand emprunt populaire. Et puis, moi, j'ai une suggestion, parce que maintenant, c'est un parti qui a des amis puissants. On a souvent ici parlé de Vincent Bolloré ou du banquier Sterrin, qui partagent leurs idées. Peut-être qu'ils vont pouvoir se porter caution auprès de banques d'affaires plus discrètes et qui pourront leur prêter de l'argent. Quand j'en ai parlé aux gens du Rassemblement national, ils m'ont dit « Ah, pour le moment, on n'a pas de contact là-dessus. » Et on cherche partout où ce serait possible, et c'est un vrai problème. Et en même temps, j'ai trouvé que Jordan Bardella, hier, avait l'air plutôt optimiste. Écoutez. Les démarches sont en cours et j'ai bon espoir que les banques françaises puissent assurer et assumer dans le cadre de cette élection présidentielle pour tous les partis politiques et pour tous les candidats un rôle, je dirais, de conscience démocratique.
c'est vrai que cette question du prêt bancaire est très importante, et donc c'est pour ça qu'à l'époque, François Bayrou avait proposé la banque de la démocratie, et je continue à penser que c'est la meilleure solution, et c'est la seule. Ouais. Elle a été, alors c'est quand même paradoxal, parce que ça veut dire que c'est l'État et nous qui participons au financement de tous les partis. C'est déjà fait sur les élections, mais ça serait fait sur les campagnes. La loi a été votée en 2017. Mais en 2020, elle a été vidée de sa substance parce que c'était beaucoup trop cher, qu'on n'en avait pas les moyens. Donc à la place, il y a un médiateur qui est chargé de faire le lien entre les partis et les banques pour essayer de décrocher un prêt. Alors, moi j'ai une question. Jean-Luc Mélenchon avait obtenu, lui, des prêts bancaires en 2017 et en 2022 auprès de banques coopératives et mutualistes françaises. Est-ce que ce sera aussi facile cette année pour lui, maintenant que son image et celle de son parti est très fortement dégradée? Je suis très curieuse de savoir s'il fera l'objet de la même frilosité. Pascal ? Non, je pense qu'il faut une banque de la démocratie. Je pense qu'il faut mettre l'argent en dehors de la... Alors pas l'argent en dehors de la politique. Le financement de la politique impose des moyens, en particulier. On peut pas imaginer... Je partage tous ces arguments. Hein. Moi, je pense que le banquier, il choisit ses clients. Il fait ce qu'on appelle du scoring, du rating, et il peut aussi introduire une dose d'éthique dans les choix qu'il fait. Mais il serait anormal qu'un parti qui représente 35 à 40% des électeurs en France ne puisse pas être financé et ne puisse pas se présenter dans des conditions normales. La seule solution, c'est donc une banque publique. C'était la bonne idée de François Bayrou. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Parce que je pense que c'est nécessaire, parce que sinon, si c'est pas un parti républicain, il faut l'interdire, et c'est pas le cas. Pascal, votre parti pris économique, la France doit retourner à la mine. Et vous le dites à l'occasion d'un voyage d'Emmanuel Macron. Donc c'est dit évidemment de manière un peu brutale. Mais sur le fond, c'est juste. Les terres rares, vous dites, eh bien, c'est à nous de retrouver notre souveraineté. C'est ça. Alors, c'est le président de la République qui le dit. Hein. Il dit, il faut que j'aille à la mine. Il l'a dit cet après-midi. Il était dans le département de l'Allier, pas très loin de Montluçon. Il y a eu un conseil des ministres décentralisé à Montluçon. Et donc, il est pas retourné au charbon, si je puis dire, mais il est retourné au lithium. Alors, je crois qu'il faut aller fort, qu'il faut aller vite, au nom de la souveraineté qui a été maintes fois proclamée par cette équipe comme par les précédentes. Et le président de la République a annoncé aujourd'hui qu'il voulait accélérer 150 projets industriels qui sont 150 cathédrales. Pourquoi l'image de la cathédrale et notamment des Notre-Dame? Parce que à Notre-Dame, on est allé vite, on est allé fort, avec un modèle de reconstruction rapide, simplifié, dégagé de ces procédures interminables, marquées par des recours multiples et des étapes judiciaires sans fin. Donc, compte tenu de notre situation, compte tenu aussi de ce que vous commentez tous les soirs, la guerre dans le monde, la raréfaction des biens, y compris des ressources géologiques, les problèmes d'accès, si vous voulez, à ces ressources essentielles qui rendent nos approvisionnements incertains, nous n'avons plus le choix, et c'est un peu mon parti pris ce soir, que je résume de la façon suivante. Il faut faire passer tous les intérêts particuliers derrière et loin derrière l'intérêt général. Oui, parce que quand on dit on va ouvrir une mine, aussitôt, la ville, les voisins, il y a une levée de bouclier. Alors jamais, never in my backyard, c'est la formule, c'est jamais dans mon jardin. Je suis pour les éoliennes, je suis pour les centrales nucléaires, je suis pour tout, pour les usines, la réindustrialisation, mais vous faites ça où vous voulez, surtout pas chez moi. Donc, moi, je crois qu'il faut faire une croix, je le dis très clairement, sur les procédures excessives de consultation, ou à défaut les atténuer. L'exemple, donc, cet après-midi, c'était dans le département de l'Allier. Emmanuel Macron s'est rendu sur un site à Échassières, un projet de mine de lithium qui permettra d'extraire à terme 34 000 tonnes de lithium, d'hydroxyde de lithium pour être tout à fait précis, et de quoi équiper donc 700 000 véhicules électriques par an. Si j'ai bien compris, il faut se désensibiliser du pétrole, des hydrocarbures, et il faut aller vers l'électrification de nos usages. Et qui dit batterie, dit lithium. Qui dit batterie, dit lithium, c'est absolument essentiel. Donc c'est un chantier important. Il y a un chantier identique qui pourrait être mené en Alsace, où on a trouvé également des traces de lithium. C'est un métal rare aujourd'hui qui est dédié aux industries de la décarbonation dont le président de la République a parlé cet après-midi. Alors je comprends parfaitement les réserves locales, environnementales, mais d'abord je pense que la France doit renouer avec sa culture minière. Avant l'industrie, la France, au 19e siècle, c'est un pays de mines. Il y a une école des mines, d'ailleurs, en France. C'est pas pour rien. 2, le projet a été conçu pour réduire les nuisances. C'est un travail en souterrain. Il y aura
finalement peu de conséquences en surface. Et puis, une fois encore, il y a des intérêts locaux, je les comprends parfaitement, mais il y a aussi l'intérêt supérieur du pays. Et soit nous adoptons des mesures pour aller vite, pour aller fort, soit nous acceptons la dépendance, qui est la petite sœur de la soumission. Je pense qu'il était temps et qu'il faut se féliciter des intentions du président de la République et du gouvernement dans ce domaine. Le meilleur résumé, c'est un peu celui du président de la République, inspiré d'une réflexion d'Annie Genevard, qui est la ministre de l'Agriculture, qui disait « On a reconstruit Notre-Dame en 5 ans, il n'est pas normal qu'on n'arrive pas à faire un poulailler en moins de 5 ans, précisément. » Donc le réveil est salutaire. Et il y a une trentaine d'années, ou un peu plus, il faut rappeler que la France était un grand pays de production de terres rares, avec des mines de terres rares, mais bon, polluants, donc on préfère les importer. On préférait les importer. On ferme les yeux. Ouais. Voilà. Ouais. Abnouz, votre parti pris international, revoilà Bolsonaro. Mais dans la famille, je demande le fils. Exactement, et tout a commencé, en fait, je vais commencer par celui que tout le monde connaît, c'est le président Lula, 80 ans au compteur, qui s'est dit prêt à se présenter à sa propre succession en octobre 2026. Il s'en explique, on l'écoute. Não permitir que fascista volte a governar esse país. A democracia, para quem lutou para defendê-la e para quem lutou para derrubar o regime militar, custou muito caro a muita gente. Et oui, parce qu'il est donc possible qu'il brille un 4e mandat, ce bon vieux Lula, et son adversaire fasciste, entre guillemets, ce n'est plus Jair Bolsonaro en prison pour au moins 27 ans pour avoir tenté de fomenter un coup d'État, mais son fils aîné, Flavio Bolsonaro, 45 ans. Et vous savez, c'est quand je regarde Lula, parce que c'est vraiment lié à Lula, l'arrivée du fils, c'est une lente agonie. C'est celle d'un homme qui a survécu effectivement à la misère, à la dictature et à la prison, et qui pourrait être emporté par son propre orgueil. On y reviendra. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un sondage d'Atafola montre que Lula et Flavio Bolsonaro ont seulement un petit point d'écart au second tour de la prochaine présidentielle qui se tiendra en octobre 2026, et qu'a priori, c'est Flavio qui le remporterait. Alors notons qu'en décembre dernier, il y avait 15 points d'écart entre les deux, 15 points évaporés en quelques mois comme ça. Alors, qui est l'aîné des fils Bolsonaro? Alors, il est peu connu. C'est un sénateur de Rio de Janeiro. Il est surtout connu à Rio, d'autant plus qu'il est accusé d'avoir détourné une partie du salaire de ses collaborateurs lors de ses mandats à l'Assemblée. Il s'agit de Rio. En gros, t'es mon collaborateur, je ponctionne un peu de ton salaire pour moi, une petite méthode mafieuse comme on en connaît plein dans la famille Bolsonaro. Alors, il se définit comme chrétien, défenseur des valeurs familiales traditionnelles et partisan du port d'armes pour les civils. Vous comprendrez que c'est pas exactement le profil du sauveur idéal, on est d'accord. Alors, il a annoncé sa semi-candidature en décembre 2025, mais alors d'une manière un peu étrange, ça va pas être à l'œil, écoutez-le. O meu preço é o Bolsonaro livre e nas urnas, ou seja, não tem preço. Essa é a conclusão. Então, porque é bom explicar, porque fica parecendo que eu estou me colocando à venda, tem um valor financeiro que eu posso estar disposto a receber para desistir. E, obviamente, os fatos mostram que não é isso. Alors, en gros, il dit, je me retire si vous libérez papa, mais c'est pas pour une question de pognon, c'est parce que, il dit, j'aime mon père, mais c'est pour un intérêt supérieur. Donc, c'est quand même très bizarre. Donc, bon, allez comprendre, il faut croire que le Brésil a décidé que l'incongruité n'était plus disqualifiante, mais ça, on le savait déjà avec son père Jair. Mais, quand je regarde qui est Jair et qui est Flavio aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Bolsonaro, souvenez-vous, c'était le chaos assumé, c'était la brutalité revendiquée et c'était en gros le complotisme en guise de programme. Flavio, lui, il est plus malin, il joue une autre partition, il met en avant l'entrepreneuriat, figurez-vous, la simplification des démarches, l'emploi et la sécurité, des thèmes qui aujourd'hui résonnent très très fort dans la jeunesse brésilienne, qui ne veut pas être assistée, qui veut entreprendre, qui veut réussir. Et là, on voit dans les sondages, mais c'est spectaculaire, Lula décroche dans la jeunesse et c'est Flavio qui grimpe. Parce que s'il a compris quelque chose que Jair Bolsonaro s'est acharné pas compris, c'est que les jeunes Brésiliens, le fantasme d'un Brésil idéal, ça leur passe vraiment par-dessus la tête. D'autant plus que Jair Bolsonaro, il était vraiment sur la nostalgie d'un Brésil qui au final n'a vraiment jamais existé. Lui, Flavio, il a compris, il ne propose pas le passé, il propose un avenir concret, et c'est pour ça, il a commencé à tenir ce discours à partir de décembre. C'est ce qui explique qu'il a gagné 3,4 millions de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux, et on sait qu'aujourd'hui, une élection se gagne
aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, d'autant plus au Brésil où quasiment tous les électeurs, ils sont branchés sur les réseaux sociaux, ils regardent quasiment plus la télé. Alors si Flavio n'est pas Jair, il bénéficie quand même, et ça c'est vraiment le truc le plus surprenant, d'un père emprisonné qui joue le rôle du martyr parfait. Alors dans n'importe quelle démocratie, ça serait la fin de l'histoire, mais non, au Brésil, c'est un argument de campagne. La prison transforme en icône le coupable, l'inéligibilité crée la légende, c'est hallucinant, mais en face, vous avez Lula qui est quand même entaché par des affaires de corruption sur ses 2 premiers mandats, et qui reste vulnérable aux accusations de malversation, là, durant son 3e mandat, des gens dont il est entouré. Et donc, résultat des courses, c'est décevant depuis 2 ans, Lula, pour une seule raison, c'est qu'il ne gouverne pas, il survit. Il survit à ses propres alliés. Alors, il n'a pas la majorité au Congrès, c'est compliqué, d'accord, mais ses propres alliés sont dans son camp, pour le dire simplement, globalement assez nul, entre les affaires de violences sexuelles, l'argent qui disparaît, etc. Ses adversaires, ça a beau être des Bolsonaro, à chaque fois, ils arrivent à trouver un nouveau discours qui passe, et à sa propre santé, il s'est fait opérer du cerveau il y a pas longtemps, et donc à 80 ans vouloir se représenter, on se demande est-ce que c'est du courage ou de l'entêtement. Vous doutez que je vais vous parler plutôt d'entêtement, et qui me fait terriblement penser à Joe Biden, complètement persuadé que d'être le seul à pouvoir résister à la vague fasciste, donc de prendre le risque de se présenter malgré, clairement, disons-le, une quasi-impossibilité. Et donc le Brésil aujourd'hui, c'est quoi? C'est quand même une notion. On parle beaucoup de France. Il y a une rupture entre 2 France, etc. Au Brésil, c'est les gens, il y a vraiment 2 camps qui se détestent, qui ne s'adressent plus la parole. Ils sont coincés entre un vieillard qui a fait l'histoire et un héritier qui cherche à la réécrire, entre le testament d'une gauche épuisée et la renaissance d'une droite qui a appris à sourire et qui ne fait plus peur. Ça, c'est quand même une grande différence. Lula contre un Bolsonaro, 4e acte, donc, le peuple brésilien mérite quand même beaucoup mieux qu'un duel dynastique. Et ça me désole. Abnous qui ne mâche pas ses mots. Non. Merci. Oui. Est-ce qu'il a condamné le coup d'État de son père? C'est ça qui est quand même essentiel. Non. Il veut le faire libérer. Et comme ça, il se présente pas. Comme ça, Merci à vous 3 pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.